Bonjour. Le philosophe et mathématicien René Descartes aurait été, dit-on, un passionné de l'œuvre de son contemporain William Shakespeare. Être ou ne pas être, disait Shakespeare. Je pense, donc je suis, répondait Descartes. En tout état de cause, l'affaire de la mort mystérieuse de Descartes, lancée en 2010 par l'universitaire allemand Theodor Hébert, spécialiste reconnu de philosophie antique, a tout d'une intrigue shakespearienne. Officiellement, Descartes est mort en 1650, à un peu plus de 50 ans, des suites d'une pneumonie contractée à la cour de Suède, du fait de la rigueur du climat au cours de l'hiver particulièrement terrible de cette année-là. Invité par la reine Christine à Stockholm en 1649, il résidait chez l'ambassadeur de France, Pierre Chanu, et il prodiguait des leçons à la souveraine tous les jours, avant 5 heures du matin, à sa demande, en raison du planning très chargé de celle-ci tout le reste de sa journée. Ces horaires inhabituels et ses cours dans une pièce glacée du palais royal de Stockholm lui furent fatales. Cette version officielle de la mort de l'auteur du magistral Discours de la méthode fut battue en brèche par Theodor Hébert, qui, après avoir écumé les archives de Stockholm, rassemblé et étudié les récits de nombreux témoins oculaires des derniers jours de Descartes, en arrive à la conclusion d'un empoisonnement à l'arsenic. J'ai recensé ces différents symptômes que nous trouvons dans une longue lettre en latin du médecin Van Vulen, racontant qu'en examinant l'urine de Descartes, qui contenait du sang, il vit que le philosophe était atteint d'un mal très grave et en conclut à une mort imminente. Ou bien encore, dans les témoignages de Henri Schluter, le valet de Descartes, rapporté par Theodor Hébert. En tout état de cause, ce ne sont pas ceux d'une pneumonie, et ils correspondent tous, en revanche, à un empoisonnement à l'arsenic. Des médecins que j'ai interrogés à ce sujet en leur parlant des symptômes de Descartes en février 1650 m'ont confirmé que vertige, violents maux d'estomac, nausées, vomissements, fièvre accompagnée d'abondantes sécrétions nasales, saignements dans les urines, sont des maux ressentis par des victimes d'intoxication et d'empoisonnement. La version de Theodor Hébert est donc parfaitement crédible et vraisemblable. Van Vulen rapporta aussi qu'au 8e jour de son agonie, Descartes s'était fait préparer un émétique, à savoir du vin mélangé à du café, qu'il but afin de provoquer un vomissement. Ce qui semble montrer que le philosophe, qui connaissait bien la médecine de son temps, croyait avoir été empoisonné. On peut s'étonner alors du fait que le médecin ne parle pas ouvertement d'un empoisonnement. En fait, s'il l'avait fait, cela aurait provoqué un scandale épouvantable. Et en ce temps-là, il n'y avait aucun moyen scientifique de démontrer de façon sûre et péremptoire qu'une mort avait été causée par l'arsenic. C'est aussi afin d'éviter un scandale à la cour de Suède que la reine Christine obligea Van Vulen à ne pas divulguer sa lettre. C'est pour cette raison, et pour ne pas inquiéter l'Église, que la reine et l'ambassadeur Pierre Chanu s'efforcèrent d'étouffer très vite cette affaire qui serait devenue une affaire d'État, d'autant plus
qu'au lendemain même de la mort de Descartes, nombreuses furent les voix dénonçant une disparition on ne peut plus suspecte. Mais Théodore Hébert va plus loin encore dans sa démonstration de l'empoisonnement de Descartes, puisqu'il nous donne même le nom du présumé assassin. Il s'agirait d'un prêtre qui était aumônier à l'ambassade de France et en même temps missionnaire apostolique dans les pays scandinaves de la congrégation pontificale de Propaganda Fide. Son nom, François Vioguet. Et ce dont on est sûr, c'est qu'il s'acquittait à merveille de sa tâche, puisque, en 1654, la reine de Suède, qui était protestante et reine d'un pays protestant, se laissait séduire par ses arguments. Mais pourquoi François Vioguet aurait-il pris pour cible Descartes? Tout simplement parce que, affirme Hébert, le philosophe libre-penseur menaçait le désir de conversion de la reine. Vioguet annonça à ses supérieurs hiérarchiques à Rome, dès juin 1648, que la reine Christine était prête à se convertir et soulignait que Descartes représentait un obstacle à cette conversion. C'est finalement 4 ans plus tard que la reine finira par se convertir au catholicisme après avoir abandonné sa couronne, pour des raisons qui restent floues, peut-être par lassitude du pouvoir, difficultés financières proches de la banqueroute ou pression de son entourage. Vioguet aurait commis son forfait mûrement médité au moyen d'une hostie empoisonnée. De nos jours encore, l'Église catholique enseigne que le pain que l'on donne lors de la communion, sous la forme de l'hostie, est le corps du Christ, de même que le vin est son sang. Descartes, bien que croyant sincère et même pratiquant, refusait ce dogme catholique qui ne lui paraissait que superstition pure et simple. L'homme de science ne croyait pas à la transsubstantiation, à savoir le principe catholique selon lequel le corps du Christ se trouverait réellement dans les hosties consommées par les fidèles lors de la communion. La transsubstantiation était même franchement incompatible avec la pensée du philosophe. Et, comme l'écrira en 2009 le journaliste et historien Matthias Schulz dans le Spiegel, avec ce rejet de la transsubstantiation par Descartes, l'un des rites centraux du catholicisme s'en trouvait ébranlé. Pour François Vioguet, Descartes était donc un danger pour la foi catholique, qu'il fallait par tous les moyens mettre hors d'état de nuire. Mais si le philosophe ne croyait pas à la transsubstantiation, il n'en était pas pour autant hostile au symbole. Nous avons dit qu'il était croyant et pratiquant. Il assistait même à la messe tous les dimanches et il communiait régulièrement. Dans le cerveau torturé de l'aumônier de l'ambassade de France, une idée germa peu à peu. Une idée qui serait facile à réaliser, puisqu'il logeait comme Descartes à l'ambassade, que le philosophe allait le dimanche à la messe dans la petite chapelle de l'ambassade, et qu'il lui avait déjà donné la communion. Le machiavélique prêtre décida de l'empoisonner au moyen d'une hostie de sa fabrication contenant une dose mortelle d'arsenic qu'il lui donna lui-même au cours de la messe du 2 février 1650. Voici ce que nous en dit Schulz. Juste avant l'apparition des premiers symptômes, le philosophe était allé communier. La messe avait lieu dans la chapelle de l'ambassade.
c'est Vioguet qui distribuait les hosties. 9 jours après, le 11 février 1650, à 5 heures du matin, Descartes rendait l'âme dans d'atroces souffrances. Preuve supplémentaire du forfait de Vioguet, dans la version d'Hébert, il refusa l'extrême onction à Descartes mourant, qui n'était plus alors en mesure de parler et qui n'imaginait pas une seconde que le bon père Vioguet, qui se trouvait à son chevet, était son meurtrier. On lut toutefois la prière des agonisants, rapporte Claude Clercelier, l'éditeur de Descartes. Dans l'esprit de Vioguet, aucun regret, aucun doute. La fin justifiant les moyens, il avait donc tué en conscience celui qui désapprouvait l'un des points essentiels du dogme. En somme, il avait tué un hérétique. Péché véniel, vous en conviendrez. Le philosophe, mort officiellement de pneumonie, fut enterré au cimetière de Norrmalmstorg de Stockholm. Ses restes furent transportés en France en 1667 et déposés dans l'église Sainte-Geneviève de Paris, en présence d'une foule nombreuse et recueillie, dispersés ensuite sous la Révolution, puis plus ou moins récupérés, et se trouvent depuis 1819 à l'église Saint-Germain-des-Prés. Il faut savoir que la mort prématurée de Descartes, présentée comme naturelle, surprit fort ses contemporains, d'autant plus qu'il avait laissé entendre qu'il possédait le secret de la prolongation de la vie humaine. Quelques semaines avant l'événement tragique, la Gazette d'Anvers y fit une allusion sarcastique. Il est mort en Suède un folle qui disait qu'il pourrait vivre aussi longtemps qu'il le voulait. L'un de ses amis, l'abbé Picot, était si persuadé des connaissances gérontologues du philosophe qu'il aurait juré qu'il lui aurait été impossible de mourir comme il le fit à 54 ans, et que, sans une cause étrangère et violente, il aurait vécu 500 ans, apte à avoir trouvé l'art de vivre plusieurs siècles. L'abbé Picot et tous les amis de Descartes étaient persuadés qu'il avait été assassiné, d'une manière ou d'une autre. Et nous en revenons à nouveau à la thèse de Théodore Hébert, une thèse crédible, mais qui n'en demeure pas moins très controversée, car les preuves formelles qui accusent Vioguet sont finalement assez minces. La mort de René Descartes reste encore bien mystérieuse. Et nous en terminerons par ce conseil avisé de Descartes lui-même. En un fait où les présomptions sont contraires aux preuves, on a sujet d'user de beaucoup de circonspection avant que de rien déterminer. Je vous remercie.